Madame, Monsieur, bonsoir. Demain, l'équipe nationale olympique jouera ou disputera une demi-finale face à l'Afrique du Sud dans cette catégorie, cette tranche d'âge des U23. Mais on va en parler, on va revenir sur un aspect. Cette équipe olympique, il faut le dire, pour une grande majorité des joueurs, ils sont issus d'une politique qui avait été menée à partir de 2006-2007 en matière de formation, la création des académies. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, celui qui était directeur technique national, qui a chapeauté justement, qui était là à la naissance ou qui a chapeauté le projet, M. Fodil Tikanouine. Bonsoir M. Fodil Tikanouine, je rappelle, ancien directeur technique national, formateur d'entraîneurs, et vous avez chapeauté le projet. Merci d'être avec nous, on va en parler aujourd'hui. Salah Bayaboud, journaliste à InfoSoir. Bonsoir, c'est nous, je vous dis à tous les deux merci d'être ici. Première question, 2006-2007, 10 ans après, on a une équipe nationale avec des joueurs, pour la grande majorité, issus de cette académie. Vous aviez chapeauté ce dossier sous la houlette du président à l'époque, M. Hamid Haddad. Alors, il répondait à quel souci, ce projet des académies? Eh bien, il répondait essentiellement à un souci qui était d'établir une rupture. D'établir une rupture entre un passé où les catégories de jeunes de la Fédération algérienne de football ont très rarement eu des résultats sur le plan aussi d'abord continental et je dirais presque jamais sur le plan international, niveau FIFA, les compétitions qui sont organisées par la FIFA. Donc, c'était d'établir cette rupture. Et le second objectif, c'était de donner un exemple de ce qui se faisait sur le plan international pour la préparation des équipes nationales des différentes fédérations. Donc, et à côté de cela, nous avions une compétition à organiser chez nous en 2009, la CAN U17. Donc il y avait la combinaison de ces trois paramètres. Voilà, la combinaison de ces trois paramètres, mais je dirais, quels que fussent les résultats, aussi bien des U17 que de ce que nous voyons aujourd'hui les U23, l'essentiel était la rupture, c'est-à-dire de montrer à la fédération se voulait de montrer aux associations sportives professionnelles de l'époque et actuellement professionnelles la démarche à suivre, la démarche qui a été suivie. Parce qu'il y avait une carence en matière de formation. Absolument, et qui a été validée sur le plan international, cette démarche, pour qu'ils puissent, eux, emboîter le pas, avoir un exemple réel au niveau de la fédération, comment que ça marche, et bien sûr leur prouver à la fin donc, de l'existence de chacune des académies, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans, qu'il est possible en Algérie de faire la même chose et d'obtenir de bons résultats. Voilà les objectifs qui ont été fixés à cette académie. Et je dois dire que nous n'avions pas le choix, parce que nous étions organisant chez nous, nous étions contraints de mettre tous les moyens pour que cette aventure réussisse et qu'elle provoque la rupture. Avoir 6 ou 7 joueurs aujourd'hui en U23, c'est une réussite? Oui. En matière de formation, parce qu'à cet âge-là, avoir 7 joueurs... Absolument, c'est une réussite. Avoir 6-7 joueurs, bon, ceux-là ont réussi à rester dans l'équipe nationale. Hein? Mais d'autres joueurs auraient pu être dans cette équipe nationale. Ils sont moins bons que les autres qui ne sont pas arrivés de l'équipe nationale. Mais si le processus de la préparation de cette équipe avait été mené à son terme, il est certes pratiquement je sens dans votre voix des regrets du fait de l'interruption des académies, du travail des académies. Oui, il y a un regret, et puis c'est un regret qui est inscrit dans la formation. Pourquoi est-il inscrit dans la formation? Ça veut dire qu'à partir d'un certain âge, à partir de l'âge de 20 ans, lorsque les joueurs ont joué la Coupe d'Afrique des U20, ces joueurs-là doivent partir en club. Ou alors, la fédération aurait dû continuer le système, c'est-à-dire mettre en place une équipe nationale composée de ces académiciens qui disputent des compétitions en senior, en tant qu'académie.
Et ceci est une construction pour permettre la formation des joueurs. Parce qu'après les U20, il faut absolument que les jeunes partent en club et s'aguerrissent auprès des équipes seniors. Hein. Ça l'a bien abouti. C'est... Oui. Enfin, Question, je pense. Non, moi je voulais rebondir un peu sur... bon, il y a eu cette parenthèse Nobelo, on ne va pas en parler, mais aujourd'hui la fédération revient aux académies. Est-ce que c'est un palliatif parce que les clubs n'arrivent pas à assumer cette mission, ou on s'inscrit vraiment dans la durée pour mettre ce projet à long terme et continuer, vu un peu l'exception algérienne en matière de formation? Et pour aller juste dans le même sens, hein, je rebondis, est-ce que ce n'est pas ce résultat qui fait dire aujourd'hui aux décideurs au niveau de la fédération, ben, finalement, c'est une très bonne chose, les académies. Ouais. Et en même temps, Mohamed, si tu permets, il y a un club, on en discutait tout à l'heure, c'est le Parado, qui, à la même période, avait mis en place son académie. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des joueurs, que ce soit chez les U23 ou chez les autres sélections des U20 ou des U17. Oui, absolument. C'est ça, donc je vais commencer par cela. En 2006-2007, lorsque j'avais mis en place les académies, j'appelle ça moi les académies de la FAF ou l'académie de la FAF. Génération verte, comme vous aimez les... Oui, absolument. La génération verte, c'est cela, mais c'est encore un plus dans le système académique. Donc j'ai appris que le PAC, le Parado, avait mis en place aussi l'académie et j'étais extrêmement réjoui. D'ailleurs, nous avions beaucoup de contacts ensemble et du fait que la réglementation n'existait pas encore, il se pouvait que les académiciens de la FAF eussent été recrutés par des clubs. Et donc le Parado perdrait l'avantage de l'investissement, aussi bien humain que matériel, qu'il aurait consacré à ces jeunes. Et donc, j'avais proposé au président de la fédération de leur attribuer une homologation provisoire afin qu'ils puissent protéger leurs jeunes et que par ce biais-là, donc, éviter qu'ils perdent leurs joueurs au profit d'autres associations sportives. Et je dois dire que oui, pendant toute la durée du travail, nous étions en étroite relation, nous participions à leurs compétitions, nous faisons des échanges réguliers avec le Parado. Alors, ce qu'on dit sur les différents plateaux, formation, eh bien aujourd'hui, à travers ce résultat, je le disais tout à l'heure, la fédération sur la demi-finale, et quel que soit le résultat, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on ne doit pas rester obtus, rester attendre un résultat dans ces catégories d'âge. Absolument. Dans ces catégories d'âge, le résultat, c'est la formation. Et la formation, c'est une durée, et non pas un moment. Une compétition, c'est un moment d'évaluation. Oui. Mais la formation, c'est une durée. Pour un athlète, un footballeur de haute performance, c'est au minimum 10 ans, en excluant toute la formation qu'il doit faire à partir de l'âge de 6 ans, au niveau des communes, au niveau des petits clubs, bien sûr. L'initiation. Absolument. Donc, football à 5, football à 7. Football à 5, football à 7. Il n'existe pas malheureusement. Perfectionnement technique, absolument. Donc c'est 10 années. Et donc c'est... J'ai perdu le fil de mon idée. C'était sur les 10 années, sur le résultat en lui-même, oui. On attend un résultat, voilà. Et des fois on remet tout en cause du fait d'un résultat. Voilà ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des jeunes, c'est une durée, la formation c'est une durée. Et le résultat, ce n'est pas le résultat ponctuel d'un match, c'est le résultat de tout le processus que l'on évalue à la fin pour pouvoir ensuite réaménager tout le processus. C'est, au niveau des jeunes, on ne peut pas appliquer la dictature du succès. C'est-à-dire ce qu'on voit très souvent chez les clubs. Je souris parce que vous dites la dictature du succès. Le mot dit, vous qualifiez ça de dictature. Oui, mais c'est ce qui existe au niveau des seniors. Même au niveau des jeunes, au niveau des clubs. Malheureusement chez les jeunes. Malheureusement, c'est les jeunes. Parce que chez les seniors, en football professionnel, où tu gagnes ou tu pars. Et c'est légitime.
parce qu'on investit beaucoup L'obligation d'argent. de résultat. Nous avons de gros objectifs sur tous les domaines, sur le plan, je dirais même politique, social, culturel, sportif, économique. Voilà. Donc, il faut gagner ou partir. Il y a de grosses sommes d'argent qui circulent, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Mais chez les jeunes, la dictature du succès doit s'appliquer à la fin, en termes d'évaluation, et à ce moment-là, on réaménage tout le système. Hein? Donc, je dirais que quel que soit le résultat de demain, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès. Parce qu'on attendait, pourquoi je dis c'est important, ce résultat réalisé par les Olympiques. C'est des jeunes qui ont été formés ensemble, ils sont partis de, je dirais, T0 pour arriver sur cette compétition, ils ont mûri, ils ont grandi, une formation appropriée, un entraîneur qui apporte de la rigueur, 2 années de travail ensemble, et finalement, quand vous mélangez tout ça, ça vous donne ce comportement, ou ces résultats face à des nations qui ont des traditions en matière de formation. Le Mali, le Nigeria et l'Égypte. Le Sénégal. Non, je parle du groupe de l'Algérie. Ah, pardon, dans le groupe de l'Algérie. Vous parlez d'une manière... Après, si on va sur le Sénégal, pays exportateur de talent, il y a plus de 800 footballeurs sénégalais à travers le monde, sans compter ce qu'ils sont en train de former aujourd'hui et les centres de formation qu'ils ont. Donc c'est pour dire que, finalement, c'est la politique, c'est une ligne de conduite à partir de laquelle il ne faut pas, justement, sortir de cette ligne. Absolument, absolument. C'est un processus qui a été vérifié un peu dans les pays africains dont vous venez de citer les noms. C'est-à-dire le Burkina Faso, le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud. Donc ce processus a été vérifié. Pour nous, nous souhaitions aussi le vérifier en Algérie. Et nous l'avons fait à partir de 2006 et les résultats sont positifs. Hein? Donc il s'agit maintenant de renforcer ce processus et surtout le généraliser. Voilà. C'est-à-dire aller à la base avec ce système-là. Le généraliser, quand vous dites le généraliser, juste à la je vous cède la parole, quand vous dites le généraliser, vous pensez au club. Oui, absolument. D'accord, mais les clubs aujourd'hui, on voit que ce n'est pas leur priorité. Hein. Absolument, mais ils vont être contraints d'y arriver. S'ils veulent survivre, ils sont contraints d'y arriver. Vous avez bien dit survivre, parce que sinon c'est impossible. Ils sont contraints d'y arriver. Et puis maintenant, le monde sportif en Algérie va les montrer du doigt aux clubs. Bien sûr, il faut citer les clubs qui ont déjà lancé des prémices. Je pense à Sétif, je pense à Oran, où il y avait l'Asmo. Il y a des clubs... Il y a un autre club, l'Uzmo également, qui forme beaucoup. Oui, l'Uzmo, c'est celui-là que je voulais citer. Parce que là, il y a eu aussi un investissement privé aussi qui a été fait, et donc ces jeunes de l'Uzmo. Donc ceux-là, il faut les citer, et bien sûr, je m'excuse si je ne cite pas tous ceux qui ont commencé avec ces prémices-là, ils sont obligés d'y arriver, ces clubs-là. Ils sont obligés d'y arriver parce qu'ils ne peuvent pas continuer à aller chercher les jeunes ailleurs. Et s'ils veulent véritablement monter un club au sens propre, professionnel au sens propre du terme, ils ne peuvent pas échapper au centre de formation. Ils ne pourront pas échapper au centre de formation. Bien sûr, ce centre de formation, on pourra en parler par la suite, il faut qu'il soit étoffé. Il faut qu'il soit étoffé, ce centre de formation. En accord avec la fédération, ce que j'appelle moi le label partenaire de la Fédération algérienne de football. Et ce label mettra... un label défini sur un cahier des charges ? Oui, bien sûr, sur un cahier des charges et sur une autorisation. Ce label partenaire de la Fédération algérienne de football, c'est-à-dire mettre en association un établissement scolaire ou des établissements scolaires, un club professionnel, dans une région du pays, et bien sûr les structures de la Fédération algérienne de football. Et cette union-là, c'est l'union qui permettra de généraliser jusqu'à la base ce système de préparation de longue durée et recueillir les meilleurs talents pour leur donner une formation de haut niveau qui les mènera bien sûr à l'équipe nationale. Question de Salah Aboud. Moi, je voulais juste revenir un peu sur les enseignements qui ont été tirés à travers cette expérience. C'est qu'aujourd'hui, la FAF compte aménager des structures d'accueil pour justement avoir et le travail sportif et les études, chose qui n'existait pas avant. Ensuite, il y a une conjoncture qui aujourd'hui concourt à ce que les clubs prennent conscience à travers, que ce soit le résultat des U23. Il y a également les joueurs dont profitent aujourd'hui les clubs, les joueurs qui ont été et là je pense par exemple à l'USMA qui a 5 joueurs qui ont été formés à
à l'académie qui seront le futur de ce club, qui va jouer peut-être la Ligue des Champions, qui peut-être va la gagner grâce à ces joueurs-là. Troisièmement, cela est rassurant parce que la matière brute, elle existe. Donc nous sommes toujours un pays de football, ça nous rassure. L'autre élément positif, c'est qu'à la dernière réunion de l'Assemblée générale de la Fédération, les présidents de club ont interpellé la FAF en disant on veut des structures comme celle de Sidi Moussa. Parce que la structure de Sidi Moussa est quand même un outil formidable pour la formation. Donc je pense que les résultats des académies ont fait un peu bouger les lignes, comme on dit. Et aujourd'hui, il y a ce déclic, cette prise de conscience chez les clubs. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce qu'avec l'avènement demain des centres de formation... Moi, pour aller dans le même sens, vous qui faites du consulting, est-ce que dans les consultations que vous faites, justement, c'est une des préoccupations des présidents de club que vous rencontrez ou des dirigeants du football que vous rencontrez? Absolument, absolument. C'est un élément, c'est un élément essentiel de la formation, plutôt de la composition, de la structuration d'un club. Il y a cet aspect, la formation, et il est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est le point qui va permettre au club pratiquement d'exister. Il faut que le club professionnel soit capable de générer sa propre... De produire, quoi, de produire ses propres talents, ses propres joueurs. Donc il ne peut pas le faire sans cette structure-là. Et il ne peut pas le faire sans un investissement à long et moyen terme, un investissement humain, un investissement financier, une amélioration de la réglementation, une prise en charge de toutes les petites associations qui sont autour, des établissements scolaires, donc de créer cette union-là. Et ça fait partie donc de ce... C'est la mise en place d'une dynamique, en d'autres termes. Ce que je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas oublier que l'équipe nationale U17 a été vice-championne d'Afrique. Oui. Donc, et elle a participé à la Coupe du Monde. Ces jeunes... C'était une première. Bien sûr, ces jeunes-là, ils sont dans pratiquement beaucoup de clubs. À Béjaïa, à Sétif, à Chlef. Ils sont un peu partout et ils jouent en senior. Ils ne sont pas maintenant, ils l'étaient à leur âge, c'est-à-dire en 2017 quand on a joué la Coupe d'Afrique, mais comme le sont aujourd'hui les joueurs de l'USMA ou les joueurs qui sont de Bel Abbas ou bien là où sont ces U23. Vous avez Chlef, où il y a 4 joueurs de Chlef, vous avez également l'USMA d'Alger, il y a 5 joueurs, le Paradou, 1 joueur, on ne va pas donner toute la composante. Je voudrais revenir sur un aspect. Ces joueurs, par rapport aux U17, sont plus matures. Ils évoluent tous dans le championnat de Ligue 1, quand on regarde la composante. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, pour qu'ils puissent encore grandir, prendre une autre dimension, qu'à un moment donné, dans la compétition, dans le quotidien, dans le championnat, ils ne devraient pas passer ou aller à l'étranger pour grandir? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le championnat permet leur épanouissement à un moment donné, ou est-ce que pour aller plus loin, il faut aller vers l'étranger? Oui, aller à l'étranger, je pense que c'est une décision personnelle, c'est un problème de formation et d'engagement avec le club, son club formateur. Non, je posais la question différemment, indépendamment de l'engagement du joueur. On voit, par exemple, vous prenez le Sénégal, il exporte beaucoup, vous prenez le Burkina, il exporte. Nous, le championnat, chez nous, les recruteurs ne sont pas attirés parce qu'ils trouvent que nous ne produisons pas de la qualité comme par le passé. Aujourd'hui, les informations qui nous viennent à partir du Sénégal, vous avez au moins 4 joueurs qui sont dans l'œil des recruteurs. Belkhamassa, Farhat, il y a également Maziane qui a été supervisé par les recruteurs, Draoui du Chabab Riadi de Belbizdel et le jeune du Paradou, Belguit. Voilà, 5 joueurs, exactement. Oui. Je vous dis, indépendamment dans leur progression, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aller vers l'étranger? Oui, mais absolument. Je pense que oui, il faut laisser cette possibilité aux jeunes. Maintenant, c'est aux jeunes, personnellement, de décider, bien sûr, en accord avec le contrat qui le lie à son club. Mais la nécessité de la confrontation avec l'étranger est absolument indispensable. Elle est absolument indispensable, c'est-à-dire que dans l'évolution du jeune, à un moment donné de sa formation, il y a la compétition sur le plan national, mais il y a aussi la confrontation sur le plan international pour pouvoir s'aguerrir. Nous avons vu les joueurs, le premier match qu'ils ont joué contre l'Égypte, il y avait cette pression, il y avait cette tension
du résultat, bien sûr, et c'était leur premier événement sur le plan international, donc il y a cette pression-là. Et pour leur donner confiance, il faut absolument qu'ils aillent à l'étranger ou qu'une compétition internationale sur le plan national soit organisée. Justement, là, il va à la fin de l'émission, malheureusement. Je vais vous demander une réponse rapide, parce que c'est la fin. On me le dit dans l'oreillette, c'est la fin. La question? Non, je voulais dire qu'aller à l'étranger, c'est un processus naturel, c'est-à-dire c'est le résultat. Aujourd'hui, si les joueurs sont captés par des clubs, par des superviseurs, c'est tout à fait normal qu'ils doivent aller à l'étranger. Réponse en 10 secondes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit revenir sur les grands tournois, notamment Toulon? Revenir sur les grands tournois à Toulon. Toulon, c'est un endroit où c'est-à-dire participer avec Participer, oui, bien évidemment. Dans le cadre de Il y avait Roubaix, il y avait Toulon, à Roubaix à un moment donné. Oui. Toulon, est-ce que vous ne pensez pas? Oui, je pense qu'il faudrait participer à ces tournois s'ils font partie du programme de formation du jeune. Hein. On ne se ferme pas la porte, on est ouvert à tout pour enrichir notre processus de formation. Et je voudrais bien sûr, au passage, vraiment féliciter la Fédération algérienne de football. On terminera sur ça, sur les félicitations. De continuer ce processus, c'est tout à fait réjouissant. Et bien sûr, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre pour notre football. Et j'espère qu'à partir de là, nous allons bien sûr... Monsieur Tikanouil, on vous retrouvera, c'est sûr, parce que c'est passionnant sur la formation. Ça va être l'un des grands débats sur cette saison pour justement emmener les décideurs du football et surtout les présidents de clubs à activer ou à réactiver leur dossier pour la mise en place des centres de formation. Monsieur Foudier Tikanouil, merci d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un réel plaisir. Sabeh Aboud, merci, je le rappelle.